Merci. Bonjour à tous. L'occasion m'a été donnée à la suite de l'intervention de dispositions réglementaires qui viennent compléter les mesures qui ont été mises en place par la loi Habitat dégradé de 2024, d'évoquer avec vous une notion dont on entend beaucoup parler, euh, principalement pour les copropriétés en difficulté, voire en pré-difficulté, le syndic d'intérêt collectif. On parle beaucoup de ce personnage qui va animer le redressement des copropriétés en difficulté. Maintenant, on va avoir l'occasion, dans un premier temps, de rappeler cette notion de syndic d'intérêt collectif, quelles sont les caractéristiques que la loi Habitat dégradé a souhaité lui donner, quelles sont également les interrogations, puisque non seulement c'est un texte nouveau qui n'a pas encore reçu l'application, mais on a aussi une rédaction qui laisse penser qu'on pourrait avoir un champ d'application un peu plus réduit que ce qui avait été imaginé au départ pour l'intervention de ce syndic d'intérêt collectif. Et nous verrons, dans un deuxième temps, les dispositions spécifiques qui ont été mises en place par à la fois un décret et un arrêté de la même date, 10 mai 2025, pour faire en sorte d'appliquer concrètement et de permettre l'obtention de ce fameux agrément qui est l'une des conditions qui permet d'avoir la qualité syndic d'intérêt collectif et d'intervenir au sein des copropriétés. À cette fin, je souhaiterais partager une documentation que j'ai conçue permettant de suivre les développements que l'on va voir ensemble pour nous permettre après d'attirer l'attention sur certains points spécifiques, étant précisé que les textes que vous allez avoir à l'écran sont uniquement liés au texte de la loi, du décret et de l'arrêté. Il n'y a pas de commentaires que j'ai pu faire, il n'y a pas de transposition non plus ou de résumé que j'ai pu faire de ces textes-là. Ce sont les textes in extenso que j'ai réaménagés pour permettre une présentation cohérente, mais on a à l'écran les dispositions qui sont issues des textes de la loi Habitat dégradé et de ces dispositions d'application. Alors, je vous rappelle que cette loi du 9 avril 2024 a eu pour ambition de favoriser et d'améliorer le fonctionnement des règles en matière de redressement des copropriétés en difficulté. Et pour cela, on a, à la suite de certaines demandes qui ont été faites par un certain nombre de praticiens, cette notion d'intérêt collectif qui a trouvé sa place dans la loi du 10 juillet 65, à l'article 18.3 que vous avez à l'écran, et qui nous parle, dans un premier temps, d'un agrément, ça j'aurai l'occasion d'y revenir, un agrément lié à la qualité de syndic d'intérêt collectif, qui va attester de compétences particulières, d'une expérience également, on va le voir, pour permettre de favoriser les redressements de copropriétés dites en difficulté. Et c'est surtout l'alinéa 2 du premièrement de l'article 18 sur lequel je voudrais insister avant de voir ensuite les modalités d'application. On vous dit le syndic d'intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l'article 29.1a et il peut également, à la demande d'un administrateur provisoire, désigné en application cette fois de l'article 29.1 de la loi, assister le dit administrateur dans ses fonctions de gestion. Je voudrais principalement revenir sur la première phrase de cet alinéa 2, parce que là, je dois vous avouer que j'ai une difficulté pour comprendre à la fois la pertinence et le rôle que pourrait avoir le syndic d'intérêt collectif au sein d'une copropriété. On vous dit que le syndic d'intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles le mandataire ad hoc a été désigné. Le mandataire ad hoc, je vous rappelle que c'est une personne qui, en application de l'article 29.1a, va être choisie pour réaliser en quelque sorte un audit de la copropriété, des difficultés qui commencent, vous venez à apparaître, puisque vous savez que dans le cadre de ce qu'on appelle la procédure d'alerte, aujourd'hui, liée à ce qui a été mis en place par la loi MOL en 2009, on a la possibilité de faire en sorte de permettre au syndic d'être assisté, en quelque sorte, par ce quelqu'un qui va être un mandataire ad hoc, qui va faire en sorte de identifier les difficultés, l'origine peut-être des difficultés, et proposer ce qu'on a appelé des préconisations qui peuvent être mises en place via une assemblée générale des copropriétaires. Donc on est d'accord que dans le cas d'un mandataire ad hoc, désigné au sein d'une copropriété, le syndic ne perd pas son mandat,
le syndic continue de gérer la copropriété et il n'y a aucune incidence sur les modalités de fonctionnement des organes de la copropriété, et je pense principalement à l'Assemblée générale qui va garder son pouvoir de décision, le conseil syndical étant là aussi pour rendre, comme d'habitude, des avis. Donc, j'ai du mal à comprendre le rôle d'un syndic d'intérêt collectif dans ce cas-là. Présumé compétent pour gérer les copropriétés, sauf qu'on l'a dit, dans le cadre d'une copropriété qui fait l'objet d'un mandat ad hoc, le syndic reste en fonction. Donc, il ne s'agit pas pour le mandataire ad hoc de gérer la copropriété. Si on veut dire que le syndic d'intérêt collectif peut être le mandataire ad hoc, il ne gère pas la copropriété. Il y a le syndic de copropriété pour ça. Un mandataire ad hoc a été désigné, et encore une fois, on n'est pas non plus dans une hypothèse où le syndic d'intérêt collectif va pouvoir prendre des décisions à la place de l'Assemblée générale. Et j'ai du mal aussi à imaginer qu'il y ait un syndic en exercice, ad hoc, et un syndic d'intérêt collectif. Parce que si c'est ça, pardonnez-moi l'expression, mais c'est créer une usine à gaz, et on a du mal à comprendre l'intérêt de désigner un syndic d'intérêt collectif dans cette hypothèse. Dans la deuxième hypothèse, en revanche, là, oui, il y a, je dirais, une véritable plus-value qui peut être apportée par la loi Habitat dégradé, puisque c'est en quelque sorte une consécration de la pratique qui s'est faite jour il y a plusieurs années maintenant, pratique dans laquelle un mandataire judiciaire, un administrateur judiciaire, pardon, va faire en sorte d'être désigné en application de l'article 29.1 et pour l'assister de facto, j'irai dans sa gestion, cet administrateur judiciaire, administrateur provisoire 29.1, va se voir assisté d'un syndic qui va l'aider au quotidien pour des tâches liées à la comptabilité, pour des tâches liées au recouvrement des charges impayées. Donc, il s'agit véritablement d'un accompagnement ici qui est l'objet de la mesure, et ça correspond a priori à ce qui a été visé par la deuxième phrase de l'alinéa 2 dont je vous parle, puisqu'on nous dit il peut, ce syndic d'intérêt collectif, à la demande d'un administrateur provisoire désigné en application de l'article 29.1, assister le dit administrateur dans ses fonctions de gestion. Donc là, on est bien raccord sur à la fois la pratique qui est née il y a quelques années, et puis sur l'intérêt que pourra avoir le syndic d'intérêt collectif et sa mission. Et sa mission est bien visée par le texte, assister le dit administrateur. Donc je voudrais aussi insister sur le fait qu'un syndic d'intérêt collectif, au sens de la loi Habitat dégradé, n'est pas quelqu'un qui va être désigné pour gérer une copropriété en difficulté en qualité d'administrateur provisoire. Vous avez entendu parler vraisemblablement de ce qu'on appelle les syndics de redressement. Ces syndics de redressement sont des personnes qui vont être désignées en lieu et place d'un administrateur judiciaire, puisque la loi, l'article 29.1c de la loi de 65, issu de la loi Allure, a prévu que si la compétence de principe était dévolue aux administrateurs judiciaires en vue d'être des administrateurs provisoires d'une copropriété en difficulté, article 29.1, certaines personnes peuvent être désignées en lieu et place d'un administrateur judiciaire, eu égard à leurs compétences, à leur expérience dans le domaine des copropriétés. D'où l'expression syndic de redressement. Mais attention, là, on n'est pas dans cette hypothèse. Il ne s'agit pas, dans le cas des syndics d'intérêt collectif, de dire qui peuvent être les personnes qui vont être désignées en lieu et place d'un administrateur judiciaire au titre de l'article 29.1. Il s'agit de personnes qui vont accompagner l'administrateur provisoire, qui peut être un administrateur judiciaire ou un syndic de redressement, mais on est vraiment dans cette articulation de mission. Principalement, on a un administrateur provisoire et le syndic d'intérêt collectif va aider, va accompagner dans des tâches quotidiennes, par exemple, très techniques, l'administrateur provisoire désigné judiciairement par le président du tribunal. Et donc, par la suite, mais je vais assez vite puisque les dispositions du décret et de l'arrêté dont je vous ai parlé sont plus précises. Cet agrément va être délivré donc, par le représentant de l'État dans le département. On a la durée, 5 ans, durée qui est entendu reprise dans les dispositions réglementaires, et on a le cadre qui nous est fixé, à savoir la capacité et les compétences du syndic, dont les précisions ont été apportées notamment par le décret et par l'arrêté dont je vais vous parler.
ce représentant de l'État dans le département, donc le préfet, va transmettre la liste également des syndics d'intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, pour une raison assez simple. D'abord, je vous l'ai dit, l'administrateur provisoire 29.1 est avant tout et principalement un administrateur judiciaire, mais surtout, cet administrateur provisoire, qui va être désigné en application de l'article 29.1, aura donc à sa disposition la liste des syndics d'intérêt collectif dans laquelle il peut piocher pour lui permettre de demander au juge de désigner ce syndic d'intérêt collectif, puisque vous avez compris que le syndic d'intérêt collectif va supposer qu'on puisse judiciairement lui désigner quelqu'un qui va l'assister dans ses fonctions. À noter enfin, pour rester encore quelques secondes sur l'article 18.3 de la loi du 10 juillet 65, que vous avez ce que j'appellerais des syndics d'intérêt collectif de droit, puisque dans le cadre du troisièmement de l'article 18.3, il est indiqué que les organismes d'habitation à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte qui sont visées par certaines dispositions du Code de la construction et de l'habitation vont pouvoir se voir reconnaître cette qualité de syndic d'intérêt collectif. D'abord, ça n'est pas une obligation, on vous dit peuvent se voir reconnaître cette qualité. Ensuite, donc, leur demande expresse va devoir être caractérisée et la procédure dite d'agrément, que l'on va voir dans une seconde, va également faire l'objet d'un assouplissement, puisqu'ils ont cet agrément de droit, mais on va le voir, ils sont quand même tenus à un certain nombre d'obligations liées au respect de ce qu'on appelle dans les dispositions réglementaires un acte d'engagement. Je voudrais voir justement ces différentes dispositions avec vous, puisque l'innovation, la loi, vous le savez, étant intervenue en 2024, la loi Habitat dégradé, l'innovation, ce sont les dispositions du décret et l'arrêté qu'on attendait pour faire en sorte de savoir comment cet agrément pouvait être obtenu et de quelle manière cet agrément pouvait perdurer et être renouvelé. Nous avons donc les dispositions réglementaires applicables aujourd'hui, un décret du 10 mai 2025 et un arrêté de la même date. Alors le décret, vous l'avez à l'écran, a pour but notamment de déterminer les conditions d'obtention de l'agrément de syndic d'intérêt collectif, mais aussi, on va le voir, une procédure, le contrôle, qui peut déboucher sur un éventuel retrait de l'agrément de syndic d'intérêt collectif. Et puis, pour avoir une vision très pratique, et je dirais pragmatique aussi, des éléments à communiquer au préfet de telle manière qu'on puisse obtenir cet agrément, l'arrêté vient détailler les différentes pièces que l'on va voir ensemble, qui permettent d'obtenir à la fois cet agrément d'intérêt collectif et de justifier aussi de façon régulière du respect des conditions dans lesquelles l'exercice de la fonction de syndic d'intérêt collectif a été mis en place. D'où les conditions de l'agrément que je vous propose de voir ensemble. Conditions de l'agrément des syndics d'intérêt collectif. Et ces conditions vont passer par le dépôt, en principe en tout cas, de deux documents principaux, à la fois un dossier technique qui va, on va le vérifier ensemble, permettre d'attester l'expérience et la compétence de la personne qui dépose cette demande en vue d'être syndic d'intérêt collectif. Et puis, on va avoir un acte d'engagement. Un acte d'engagement, c'est-à-dire un document qui comporte des promesses, c'est l'expression qu'on peut utiliser, des promesses de respecter un certain nombre de conditions qui sont visées par les textes, conditions, on va le voir, de formation, conditions également de transmission d'un certain nombre d'informations auprès des autorités compétentes pour attester que l'on est en mesure d'exercer les fonctions de syndic d'intérêt collectif. D'abord, le dossier technique. Dossier technique qui va, vous l'avez à l'écran, permettre d'attester que la personne qui sollicite l'agrément va avoir les compétences recherchées. Et là, on vous parle à nouveau, vous savez ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les copropriétés en pré-difficulté ou en difficulté. J'aurais tendance à penser, comme je vous l'ai dit, que ce sont les copropriétés en difficulté avec un administrateur provisoire qui vont faire l'objet
de la mesure et d'une intervention du syndic d'intérêt collectif avec des compétences que j'appellerais ciblées. Ciblées en vue de, et je l'ai indiqué également à l'écran, conduire les diligences complexes et résoudre de nombreuses situations d'impayés, puisque majoritairement les copropriétés en difficulté qui font l'objet d'un article 29.1 comprennent une ou plusieurs, et souvent de nombreuses procédures d'impayés qui créent un déficit de trésorerie au détriment du syndicat des copropriétaires qui ne peut pas honorer ses propres dettes, mais également rétablir la gestion défaillante et assurer le fonctionnement efficace des instances de gestion. Dans un certain nombre de copropriétaires en difficulté, le syndic n'a pas été en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée. Et donc, il y a une sorte de désorganisation de la copropriété qui se répercute également parfois sur l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui, elle-même, ne joue pas son rôle. Ça, c'est lié davantage aux copropriétaires qu'aux syndics, les copropriétaires se désintéressant des affaires communes, et donc l'Assemblée générale n'étant pas en mesure de se mobiliser pour prendre les décisions nécessaires en vue de gérer la copropriété correctement et notamment d'assurer un entretien de l'immeuble à travers des travaux régulièrement votés par cette Assemblée générale. Reconstituer une comptabilité, vous savez que c'est un des mots de certaines copropriétés en difficulté. Et j'en veux pour preuve que cette absence de comptabilité ou absence d'approbation des comptes, par exemple, visée par le texte, a été mise en avant pour permettre la désignation d'un mandataire ad hoc, puisque, vous le savez, depuis la loi Habitat dégradé, lorsqu'il n'y a pas d'approbation des comptes depuis au moins 2 ans, il est possible de demander judiciairement la désignation d'un mandataire ad hoc. C'est un indice d'un dysfonctionnement au sein d'une copropriété qui peut conduire à des problèmes beaucoup plus importants par la suite. Et puis aussi, on vous dit, conduire des programmes de travaux traitant de l'habitabilité de l'immeuble. Il ne vous a pas échappé que le titre même de la loi du 9 avril 2024 visait l'habitat dégradé. Donc, on est en plein dans la cible qui a été celle de la loi du 9 avril. Et également une attestation de sa qualité de syndic de copropriété, conformément au décret du 20 juillet 1972. On est dans le cas d'un syndic d'intérêt collectif qui est nécessairement un syndic professionnel. Et ce syndic professionnel, comme tout syndic professionnel, est assujetti à la loi Hoguet du 2 janvier 70 et à son décret d'application, ce qui veut dire qu'on doit aussi démontrer à l'autorité compétente que l'on dispose et que l'on conserve par la suite les conditions qui permettent d'être un syndic de copropriété. Je pense à la carte professionnelle, je pense à la garantie financière ou encore à l'assurance responsabilité civile professionnelle. Et l'arrêté du 10 mai 2025, mais vous avez le détail dans le texte, vous les avez à l'écran également, détermine un certain nombre de pièces qui doivent constituer ce dossier technique d'agrément, les coordonnées des copropriétés gérées, l'évolution du montant des impayés, les actions au titre du plan pluriannuel de travaux, des attestations également de la capacité à remplir les qualifications et certifications en vue d'être syndic d'intérêt collectif. Je pense par exemple à la certification CALISR et une présentation des actions et mises en œuvre par le syndic pour accompagner les copropriétés en difficulté. Vous avez compris qu'ici, on est en train de parler de l'expérience dans le domaine des copropriétés qu'on pourrait appeler sensibles, dont dispose celui qui souhaite obtenir l'agrément de la part du représentant de l'État dans le département. Suit un acte d'engagement, c'est un deuxième document qui va devoir être fourni par le candidat. Et vous le voyez, on vous parle des mesures qu'il s'engage à respecter dans l'accompagnement des copropriétés. Je vais évoquer rapidement ces différents engagements. Tout d'abord, une obligation de se former. Obligation de se former dans le domaine des copropriétés, spécifiquement en difficulté. 7 heures par an, j'aurais tendance à dire que c'est trop peu. 7 heures par an pour maîtriser le régime des copropriétés en difficulté. Je pense que déjà, on a affaire à quelqu'un qui va devoir se former, c'est ce qui est indiqué par le texte, de façon générale sur ce que j'appellerais le droit commun des copropriétés. 7 heures par an,
ça me semble nettement insuffisant, mais voilà, on a une obligation de se former pendant ce quota-là et il faudra, on le verra, justifier de cette formation chaque année. Une assurance responsabilité civile ajustée, bien entendu, puisque les risques liés à l'intervention au sein d'une copropriété en difficulté sont assez différents et sont amplifiés dans le cas d'une copropriété qui fait l'objet d'une administration provisoire. Donc, bien entendu, il est hors de question de se contenter de l'assurance responsabilité civile classique. Et puis, vous avez ensuite les pièces qui ont été détaillées par l'arrêté du 10 mai 2025, qui vont permettre d'aller dans la précision, puisqu'on va indiquer le nom, les compétences et l'expérience des personnes physiques, c'est-à-dire des collaborateurs au sein de la structure syndic qui sont susceptibles d'intervenir au sein des copropriétés en difficulté, de la même façon que le nombre de lots et le nombre d'immeubles gérés par chaque gestionnaire, l'obligation de signaler également tout changement, à savoir que si l'agrément était obtenu sur la base d'un certain nombre de gestionnaires clairement identifiés, tout gestionnaire qui va quitter la structure doit être signalé et mais c'est induit, il faudra signaler les personnes qui vont prendre leur place. Et puis, l'obligation également de signaler tout changement notable dans la situation qui conduira à la cessation de ses fonctions. Je pense notamment, mais si le texte ne le dit pas, à la perte de la carte professionnelle, la perte de la garantie financière qui, vous le comprenez, va directement impacter la possibilité d'être syndic de copropriété et a fortiori syndic d'intérêt collectif. J'évoquais ce que j'ai appelé les syndics de droit tout à l'heure, les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte. Si elles sont dispensées d'obtenir l'agrément à proprement parler, elles vont devoir, en revanche, signer l'acte d'engagement sur les mesures dont je vous ai parlé il y a un instant pour permettre justement d'être qualifié syndic d'intérêt collectif. Alors, je passe assez vite. Tout dossier incomplet doit faire l'objet d'une demande de pièces complémentaires, ce qui va aboutir à un gel, vous le voyez, du délai d'instruction, puisqu'on a un délai d'instruction qui est prévu expressément par les dispositions du décret du 10 mai 2025. On va avoir une concertation. Le représentant de l'État dans le département va consulter un certain nombre de personnes. C'est une possibilité, nous dit le texte, mais en pratique, il y a tout lieu de penser que cette consultation sera effective. Un avis donc du représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, avis également des collectivités territoriales intéressées, de l'ANA aussi, pour permettre justement d'avoir une idée un peu plus précise sur les compétences, sur la capacité que la personne candidate va avoir pour être syndic d'intérêt collectif. On souhaite avoir un agrément assez rapidement. Donc, vous le voyez, il est indiqué dans le décret du 10 mai 2025 que si, et c'est un rappel de ce que nous a dit la loi tout à l'heure, l'agrément est donné pour une durée de 5 ans, cet agrément doit pouvoir être obtenu dans les 2 mois à compter de la date de dépôt des documents dont j'ai parlé, à la fois le dossier technique et l'acte d'engagement complet, la suspension dont j'ai parlé il y a un instant, quand on n'a pas toutes les pièces qui permettent de l'instruction du dossier, ce délai de 2 mois va être suspendu en attendant que le candidat transmette les informations qui manquent. Et bien entendu, on vous précise que le représentant légal dans le département peut, je dirais c'est quand même quelque chose d'intéressant, auditionner également le demandeur pour toute information complémentaire qui peut sembler utile. L'agrément est territorialement limité, puisque, vous le voyez, le décret du 10 mai 2025 prévoit que cet agrément ne vaut que dans les limites administratives du département. On vise également les dispositions de l'article 3 du décret de 72 qui vont devoir s'appliquer à ce syndic d'intérêt collectif. Je vous l'ai dit, ce sont les dispositions qui visent les conditions générales permettant d'avoir la qualité de syndic professionnel, donc je passe assez rapidement. Mais les limites administratives du département, c'est logique dans la mesure où l'autorité qui va délivrer l'agrément, c'est une autorité liée au département à proprement parler. Donc l'agrément obtenu par un préfet ne vaudra pas dans le département voisin. Il faudra renouveler éventuellement, si on souhaite avoir la qualité de syndic d'intérêt collectif dans ce département, renouveler le dossier ou faire en sorte de faire des démarches parallèles sur 2 ou plusieurs
département. Et il n'y a pas que l'obtention de la qualité de syndic d'intérêt collectif qui est en cause, il s'agit également du contrôle de cette mission de syndic d'intérêt collectif, c'est-à-dire que l'agrément ne va pas être donné pour une durée de 5 ans sans qu'il y ait la possibilité de revenir éventuellement sur cet agrément, ou en tout cas vérifier que à la fois le dossier technique, mais surtout l'acte d'engagement ont bien été respectés pendant ce délai de 5 ans. Ce contrôle est organisé, bien entendu, par l'autorité qui est en charge de l'obtention, de la délivrance de l'agrément, à savoir le représentant de l'État dans le département, vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement, vérifier également que les éléments qui ont été fournis perdurent pendant toute la durée de la mission de syndic d'intérêt collectif. Et puis, vous le voyez, on a ici un contrôle qui va s'exercer d'un double point de vue. D'abord, un contrôle qui va s'exercer sur le dossier technique dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on va évoquer la situation du non-respect des conditions d'exercice de la mission de syndic d'intérêt collectif. On a un signalement qui pourra intervenir, signalement émanant de 3 personnes, ou en tout cas de 3 autorités. D'abord, l'administrateur provisoire, désigné en application de l'article 29.1, le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, et le Conseil syndical, donc 3 autorités qui ont la possibilité de signaler aux représentants de l'État dans le département que quelque chose ne va pas, ce qui va conduire à une mise en demeure qui va être faite à destination du syndic d'intérêt collectif, mise en demeure qui va faire courir un délai qui ne peut pas être, vous dit le texte, inférieur à 15 jours, mais qui ne peut pas excéder 1 mois. Et dès lors que cette mise en demeure n'a pas été suivie des faits, il est possible, nous dit le décret, il est possible de retirer l'agrément ou de faire perdre la qualité de syndic d'intérêt collectif pour ceux qui n'ont pas besoin d'agrément. Hein. Vous vous souvenez, j'ai parlé des sociétés d'économie mixte, des organismes HLM. Donc l'agrément peut être retiré si, dans le délai imparti, à compter de la mise en demeure, la réponse n'est pas satisfaisante ou s'il n'y a pas de réponse du tout à la question qui a été posée par le représentant de l'État dans le département. La deuxième hypothèse faisant l'objet d'un contrôle et étant susceptible de conduire au retrait de l'agrément, c'est le non-respect de l'acte d'engagement. Non-respect de l'acte d'engagement qui peut là encore conduire au retrait de l'agrément de syndic d'intérêt collectif ou la perte de cette qualité de syndic d'intérêt collectif. Et bien entendu, le décret le signale, si on n'est plus en mesure d'être syndic professionnel, on n'est plus en mesure non plus, je dirais a fortiori, d'être syndic d'intérêt collectif. Et en dehors des signalements qui peuvent être réalisés à destination du représentant de l'État dans le département, vous avez aussi une initiative qui va peser sur le syndic d'intérêt collectif, c'est qu'un bilan doit être effectué par lui à l'issue de la 3e année d'exercice de cette qualité, pour faire en sorte d'indiquer ce qui a déjà été fait dans le cadre de cette qualité, à savoir d'abord la réalisation des engagements de formation. J'atteste que durant 3 ans, j'ai bien eu mes 7 heures de formation dans le domaine des copropriétés en difficulté. On va avoir pour cela la possibilité, pour l'instruction de ce bilan, d'avoir des avis émanant à la fois de maître d'ouvrage, ça on va le voir, c'est pour les travaux qui ont pu être menés dans le cadre d'une copropriété en particulier, les avis également des administrateurs provisoires intéressés, c'est-à-dire des personnes qui ont été désignées administrateurs provisoires 29.1 et qui se sont vus adjoints les services d'un syndic d'intérêt collectif. En clair, est-ce que la mission se passe bien? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Est-ce que vous êtes satisfait de la personne qui vous a été assignée? Et pour étayer le bilan, pour permettre de préciser en quoi va consister ce bilan, eh bien, l'arrêté du 10 mai 2025 est venu préciser le contenu de ce bilan, et vous le voyez, on a les diligences réalisées pour la reprise et l'approbation des comptes, le recouvrement des charges impayées, la conservation des parties communes et l'animation des instances de gestion. J'aurais tendance à penser que c'est ce qui va également figurer dans le rapport
de l'administrateur provisoire à destination du juge, le rapport qu'il va établir tous les ans pour attester qu'il remplit correctement sa mission, bien, de son côté, le syndic d'intérêt collectif aura une mission à peu près similaire, mais dans le cadre de ce bilan qui va être octroyé tous les 3 ans, l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, puisque je vous rappelle que le syndic d'intérêt collectif, a priori, sera rémunéré sur la rémunération de l'administrateur provisoire. C'est une mesure qui découle de l'application du régime des copropriétés en difficulté ici de la loi ALUR. On nous dit dans la loi 65 que dès lors que l'administrateur provisoire s'adjoint les services d'un professionnel qui a une compétence technique particulière, ce professionnel, qui est désigné avec l'accord du juge, va être rémunéré sur la rémunération de l'administrateur provisoire au titre de l'article 29.1. Et puis, on vous précise également que le bilan doit faire état des préconisations pour garantir le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et la réhabilitation des parties communes. Le vocabulaire, vous le connaissez, il est typique de celui qu'on connaît en matière de copropriété en difficulté. Rétablir le fonctionnement normal de la copropriété, c'est l'objectif final attribué par l'article 29.1 à l'administrateur provisoire et donc aussi à celui qui va l'assister, à savoir le syndic d'intérêt collectif. Et il est indiqué, pour terminer, que le renouvellement de cet agrément va être conditionné par l'appréciation des éléments de ce bilan. Donc, il s'agira d'appréhender l'efficacité, la pertinence également de cette personne au sein de la copropriété aux côtés de l'administrateur provisoire. Et il est possible que cela conduise au non-renouvellement de cet agrément si l'on estime que les actes d'engagement, que les initiatives également de cette personne n'ont pas été efficaces. Bien entendu, avant de ne pas renouveler cet agrément, le préfet aura tout à fait la possibilité d'entendre l'intéressé en vue d'avoir un certain nombre d'explications. Donc vous voyez, on est dans une logique ici assez pragmatique. On n'a pas de précision sur les missions qui vont être attribuées à cet administrateur, à ce syndic d'intérêt collectif aux côtés de l'administrateur provisoire. En revanche, et c'était ce qui est l'objectif qui avait été dévolu par la loi Habitat dégradé, on connaît maintenant les conditions dans lesquelles le syndic d'intérêt collectif pourra à la fois obtenir cet agrément, qui est le sésame permettant d'exercer ce type de fonction, et puis quelles ont été les conditions également du contrôle, puisqu'il était nécessaire de savoir de quelle manière ce syndic d'intérêt collectif pouvait être suivi tout au long de sa mission. On se doutait que l'administrateur provisoire pouvait faire remonter les informations auprès de l'autorité compétente. On en a la confirmation, mais on a aussi la possibilité de voir que d'autres personnes ont cette possibilité de signalement et les conséquences que cela peut avoir, notamment s'agissant du retrait de cet agrément ou du non-renouvellement de cet agrément. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions? Puisque vous l'avez peut-être vu, vous n'avez pas la possibilité de poser directement les questions par le biais du micro, mais en revanche, si vous avez des questions, vous pouvez toujours le faire à travers le chat que vous avez à votre disposition. Est-ce que, je vois qu'a priori, il n'y a pas de questions, mais est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on ne mette fin à ce webinaire? Alors, officialisation du sapiteur, j'aurais tendance à penser que oui, mais attention, le sapiteur, c'est un sapiteur dédié ici. Je veux dire par là que le sapiteur, celui qui est visé dans la loi 65, 29.1 et suivant, c'est une personne qui peut avoir des compétences qui ne sont pas dédiées vers la gestion des copropriétés en difficulté. Il m'est arrivé, par exemple, d'être désigné par le président du tribunal à la demande d'un administrateur provisoire pour évoquer des questions juridiques relativement précises, pointues, sur telle ou telle copropriété.
notamment sur le règlement de copropriété, l'organisation de la copropriété. Vous savez qu'un géomètre expert également peut être requis pour faire en sorte d'accompagner la copropriété, notamment lorsqu'il s'agit de refondre un état de répartition des charges, lorsqu'il s'agit également de mettre en place un syndicat secondaire ou de procéder à une division du syndicat. Donc là, l'administrateur provisoire, qui est un gestionnaire aussi, va trouver les limites de sa compétence, et c'est normal, chacun a sa propre mission, à sa propre expérience. Vous avez également le notaire qui va aussi devoir intervenir, donc, ou même des experts comptables très pointus en matière de copropriété. Donc le sapiteur, c'est quelqu'un qui peut intervenir dans différents domaines sur lesquels l'administrateur provisoire va pouvoir s'appuyer. Là, c'est un sapiteur, effectivement, mais dédié à la gestion, l'accompagnement à la gestion des copropriétés. Je pense, par exemple, à des hypothèses dans lesquelles un administrateur provisoire ne disposera pas nécessairement du logiciel de comptabilité qui permet justement d'avoir une gestion efficace comptable des copropriétés, avec des personnes dédiées qui vont être susceptibles, là encore, d'utiliser et de mettre en application les règles comptables. Donc, on est vraiment dans une logique de gestion spécifique d'une copropriété en difficulté. Mais sous cet angle-là, effectivement, c'est bien un sapiteur. C'est ça, un constat d'écran de copro, vous l'avez vu aussi, alors moi je le vois à travers les administrateurs provisoires qui sont désignés parfois, et qui, j'allais dire, rentrent dans une copropriété dans laquelle il n'y a absolument aucun compte, il n'y a aucune comptabilité ou une comptabilité ménagère si on a de la chance. Donc reconstituer les comptes, essayer de faire en sorte d'aboutir à une gestion rationnelle de la copropriété et conforme d'ailleurs aux dispositions des textes, puisqu'on a quand même un décret comptable en 2005 qui a été mis en place. Tout ça suppose du temps, tout ça suppose également des compétences que n'a pas nécessairement un administrateur provisoire d'une copropriété en difficulté. Ben, vous voyez, vous êtes administrateur provisoire, donc vous connaissez la difficulté. Et je pense que ce qui a été, je dirais, ce qui a été la pratique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce qui a été le réflexe de certains administrateurs provisoires 29.1, que de s'adjoindre les services d'un syndic, est une bonne chose. Ça avait d'ailleurs été confirmé par la Cour de cassation. Il y a un arrêt de mémoire en 2017 qui a consacré la possibilité pour l'administrateur provisoire 29.1 d'être assisté par un syndic à qui il avait demandé de l'accompagner dans le recouvrement des charges de copropriété, par exemple. Donc, on peut toujours imaginer que ce sera le cas pour le syndic d'intérêt collectif. Mais j'insiste, ce n'est pas un syndic de redressement, comme on a l'habitude de l'appeler. Je pense que c'est autre chose. Le syndic de redressement, c'est quelqu'un qui va se voir confier une mission 29.1, un administrateur provisoire 29.1. En revanche, le syndic d'intérêt collectif, on le voit dans l'article 18.3 déjà de la loi, c'est quelqu'un qui va, à la demande de l'administrateur provisoire, qui va rester en place, aider, accompagner cet administrateur provisoire. Il n'est pas question pour le syndic d'intérêt collectif de prendre des décisions au sein de la copropriété, et les textes d'ailleurs à portée réglementaire que je vous ai signalés parlent de gestion de la copropriété. Et non pas, on vous parle de préconisation aussi, on ne vous parle pas de gestion. Les préconisations, ça peut être des préconisations qu'a faites le syndic d'intérêt collectif à destination de l'administrateur provisoire qui, lui, va prendre la décision. Je pense que c'est ce bémol qu'il faut mettre en exergue, parce qu'il ne s'agit pas ici d'avoir des personnes qui vont gérer des copropriétés en ayant la responsabilité de ce que j'ai appelé tout à l'heure le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Autre question, que peut être l'intérêt pour un syndic pro de devenir syndic d'intérêt collectif? Comment on va déterminer sa rémunération? Alors, sa rémunération va être prise, je vous l'ai dit, sur le fondement de l'administrateur provisoire, sur celle de l'administrateur provisoire. Donc, ça va être peut-être, on n'a pas encore d'application, une discussion avec l'administrateur provisoire, puisque je pense que le syndic d'intérêt collectif aura une prétention financière. Il y aura un devis qui sera fait, devis qui sera accepté ou non par l'administrateur provisoire. Alors, l'intérêt du syndic d'intérêt collectif, vous avez raison, la question est intéressante et je me suis posé la question. Vous vous souvenez qu'en 2017,
la loi égalité-citoyenneté avait posé le principe que si on est administrateur provisoire 29.1, on ne parle pas des administrateurs judiciaires, hein, parce que là, pour eux, c'est interdit, quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent pas avoir de clientèle, donc ils ne peuvent pas gérer une copropriété après avoir redressé la copropriété. En revanche, pour les personnes qui sont susceptibles d'être désignées administrateurs provisoires 29.1, mais qui ne sont pas des administrateurs judiciaires, on sait que s'ils sont mandataires ad hoc ou s'ils sont administrateurs provisoires 29.1, ils ne peuvent pas gérer la copropriété dans un délai de 5 ans qui suit la fin de leur mission. Ça, c'est clairement prévu par la loi. Très bien. Mais puisque le syndic d'intérêt collectif, je peux me tromper, hein, mais puisque le syndic d'intérêt collectif ne fait qu'assister l'administrateur provisoire 29.1, il aura peut-être la possibilité d'être désigné syndic par la suite. Ça peut être aussi un intérêt d'avoir la qualité de syndic d'intérêt collectif. J'ai aidé l'administrateur provisoire, je me suis penché à nouveau sur le texte. Hein. Je prends 30 secondes, je ne vais pas être trop long, vous avez peut-être des engagements par la suite, mais je me suis penché sur le dernier alinéa, enfin le dernier point de l'article 29.1, l'article 29.1.4. L'administrateur provisoire ne peut, dans un délai de 5 ans compté l'issue de sa mission, être désigné comme syndic de la copropriété. Oui, mais si on est syndic d'intérêt collectif et qu'on assiste uniquement l'administrateur provisoire, on n'est pas, à ma connaissance, dans le champ d'interdiction. Donc, le fait d'accompagner les copropriétaires tout au long du redressement, aux côtés de l'administrateur provisoire, peut permettre de créer des liens et de montrer aussi aux copropriétaires que moi, syndic d'intérêt collectif, mais syndic, je suis compétent pour gérer votre copropriété. Et si, au moment où il faut passer la main et passer d'une administration provisoire 29.1 au régime de droit commun de la copropriété, lorsque l'administrateur provisoire convoque cette assemblée générale, il pose la candidature du syndic d'intérêt collectif. Peut-être que celui-ci peut être désigné par le biais de cette assemblée générale. Donc, je pense que c'est dans cette hypothèse-là que le syndic d'intérêt collectif pourra avoir un intérêt spécifique, ce que ne peut pas avoir, vous le savez, un administrateur provisoire qui serait un syndic de redressement, puisque ce syndic-là ne se verrait pas octroyer la possibilité de gérer cette copropriété pendant au moins un délai de 5 ans. Voilà pour les précisions que je pouvais vous apporter. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de suivre cet éclairage, on va dire, ce n'est pas nécessairement une formation, mais cet éclairage sur la notion de syndic d'intérêt collectif. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.